Alors, je vais essayer d'être rapide. Mon collègue parler longtemps. Alors, merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité à parler donc, de l'état de la recherche en didactique du français en langue étrangère. Et comme François Sicurel, qui va intervenir, je crois, n'est pas là pour parler de manière générale de la didactique des langues, qui permettrait pas toujours clairement distinguer la didactique des langues et la didactique des langues étrangères, parce que je crois que les grandes tendances dont on va parler ne sont pas propres aux français en langue étrangère. Alors, je vais commencer par évoquer ce dont je ne parlerai pas, à savoir l'état des lieux d'un domaine très diversifié qui va dans plein de directions, foisonnant, dynamique, avec de nombreuses choses intéressantes qui se font autour, par exemple, donc, du renouveau des approches sensibles, de l'art, de la littérature en français et en langue étrangère, avec après une prépondérance du communicativisme. Les mises en question des cadrages européens quant à la méthodologie ou à l'évaluation en langue étrangère également, la poursuite des réflexions sur l'usage de la réflexivité dans l'enseignement et l'apprentissage des langues, les réflexions sur l'appropriation des langues comme expérience, également les recherches en histoire de l'enseignement et l'apprentissage du français en tant que langue étrangère. Je reviens d'un colloque passionnant à Faro qui portait sur l'histoire de la formation des enseignants de langue. Et petite publicité, l'an prochain se tiendra le prochain colloque de la CIFLES, la Société internationale pour l'histoire du français en langue étrangère et seconde à Paris 3, sur l'histoire de l'enseignement et l'apprentissage des langues en contexte colonial et post-colonial. Autre exemple de vivacité de la discipline, les discussions actuellement stimulantes autour des différences entre compétences plurilingues et translinguisme, avec des colloques donc, le mois dernier à Montpellier, à Copenhague sur la question. Également, on pourrait citer donc, l'agir professoral, les analyses des interactions en classe de langue, les prises en compte de la diversité des publics, avec la pensée sur l'outil spécifique, la prise en compte des publics migrants, étudiants, etc. Également, les contextes socio-linguistiques dans l'enseignement français. Donc, je passe sur voilà, des recherches foisonnantes et l'état des lieux me semblant un exercice impossible, tant ce champ est diversifié, j'ai préféré prendre les choses par un autre bout, que j'espère pas trop décalé, en mettant en avant des questions qui me semblent vives et qui m'intéressent aussi. Alors, je vous propose un panorama qui ne sera pas neutre, mais au contraire, volontairement discutant. Donc, si état des lieux, ce sera plutôt celui de certaines questions qui peuvent se poser dans le champ de la didactique du français dans l'étranger aujourd'hui, ou que peut poser ce domaine de recherche, de mon point de vue, donc de mon point de vue partiel, situé, ancré dans une expérience. Donc l'important, c'est plutôt selon moi de laisser les questions ouvertes et parfois en les réouvrant pour susciter des débats. Alors je vais traiter trois questions plus précisément. La question de la scientificité de la didactique des langues et du français dans l'étrangère, la question de l'adaptation, la question en partie corollaire de l'innovation. Et après ces trois questions de problèmes actuels, j'envisagerai une piste pour tenter de les dépasser, l'histoire en recherche et en formation, puisque la prise de recul historique me semblant en effet de nature à pouvoir contribuer donc à surmonter certaines difficultés de la didactique d'aujourd'hui et, à mon avis, mérite d'être promu comme autre chose qu'un hobby d'érudit, pour reprendre le mot de Daniel Coste. Et cela fera peut-être écho d'ailleurs à ce qui a été dit ce matin sur les perspectives historiques dans d'autres domaines des sciences du langage. Alors, une dernière observation introductive, la didactique du français en langue étrangère, la didactique des langues, fait partie des sciences du langage et ces questions que l'on peut poser donc, à partir du champ didactique, scientificité, adaptation, innovation, on peut aussi sans doute les poser aux sciences du langage dans leur ensemble. En ce sens, les débats en didactique pourraient être révélateurs de questions qui posent plus largement, a fortiori dans la période actuelle, d'accent mis sur l'applicativité et l'utilité de la recherche. Alors, je passe à un premier point. Je ne vais pas refaire l'histoire de la discipline, mais juste en rappeler deux points. Donc, s'il existe bien entendu une histoire des idées quant à l'enseignement, apprentissage du français en tant que langue étrangère qui veut nous amener très loin, sans aller jusqu'aux 5000 ans d'histoire qu'évoque le chercheur canadien Claude Germain dans son ouvrage sur l'histoire de l'enseignement des langues étrangères, on peut se référer à la revue Documents pour l'histoire du français en langue étrangère et seconde, qui est la revue de CIFLES, qui renvoie des temps fort anciens. Donc, en distinguant cette histoire des idées didactiques de l'histoire de la discipline, on peut dater l'apparition de cette discipline à l'après-guerre, avec en particulier la création du CREDI, du Centre de recherche et d'études pour la diffusion du français, et également du Bureau d'études et de liaison en 1950. On reviendra ensuite dans les années 80, l'universitarisation progressive des formations en didactique du français en langue étrangère et seconde,
et le développement des recherches afférentes dans ces années. À la suite, en particulier, d'un rapport, on a redécouvert récemment le rapport de Jean Aubat, établi en 1982 qui dirigeait un groupe de travail sur l'enseignement du FLE en France. Et également, grâce à cette universitarisation, cette disciplinarisation a eu lieu également grâce au lobbying actif de personnalités universitaires comme Louis Porcher en particulier. Alors, dans une conférence récente, Francis Carton, un didacticien du CRAPEL à Nancy, évoquait reconnaissance académique et scientifique de la didactique des langues en deux propositions que je cite ici. La didactique des langues a dû faire sa place dans le paysage scientifique. Son statut académique ne fait plus débat depuis le début des années 2000 et la scientificité de la didactique des langues n'est plus guère mise en question. Elle a un objet spécifique, l'apprentissage des langues. Il dispose de concepts propres qui lui permettent de tenir un discours explicite et vérifiable. Alors, sans revenir sur les rapports complexes et quelque peu conflictuels avec la linguistique alors tutélaire dans les années 70-80, il est vrai que la place institutionnelle de la didactique des langues est aujourd'hui plus ou moins acquise et on peut faire une rapide sociologie quantitative de très gros droits, mais en regardant quelques signes tangibles. Commençons par le nerf de la guerre, les postes. Sur les 38 postes de maître de conférence en 7e section à la session synchronisée de cette année, j'en ai compté 16 qui comprenaient une dimension didactique, plus ou moins marquée, et 9 clairement didactique du français en étrangère, donc quasiment un quart des postes publiés, ce qui correspond d'ailleurs au pourcentage de thèses qualifiées dans la section. Environ 20% des dossiers qualifiés sont en didactique ou en français en étrangère. Et logiquement, également, il y a une représentation assez conséquente des didacticiens des langues, des français étrangères au CNI. Et puis, pour terminer, Philippe m'a transmis les chiffres du petit sondage qu'il a fait au sein de l'ASL, où 18,6% des membres se déclarent didacticiens. Donc, on peut dire, ça c'est un chiffre, qu'il y a une vraie assise institutionnelle de la discipline. Pourtant, cette reconnaissance institutionnelle, bien réelle, n'efface pas le rapport complexe à la scientificité, à sa propre scientificité de la discipline. Et donc, au moment de l'institutionnalisation de la discipline dans les années 70-80 en France, la revendication de scientificité s'est souvent exprimée en relation avec cette question de l'autonomie disciplinaire, ce qui est tout à fait compréhensible historiquement au regard des luttes de pouvoir d'alors. Et pour tenter de comprendre l'importance de cette revendication et aussi sa persistance actuelle, on pourrait formuler l'hypothèse d'un complexe d'infériorité scientifique originelle, expliquant le paradoxe d'un scientisme à la fois rejeté dans les puissants repoussoirs que constituaient alors le positivisme structuraliste et le générativisme social, repoussé mais également envié ou copié. Les disciplines se construisent souvent contre ou tout contre. Philippe Monneret et Gilles Coll ont évoqué la linguistique cognitive ce matin, se construisant au départ contre la linguistique chomskienne. Et dans le cas de la didactique des langues, les repoussoirs des modèles alors perçus comme tutélaires a généré un fonctionnement que je résumerai en s'autonomiser, oui, mais en montrant que l'on peut être aussi scientifique que ces antimodèles, en quelque sorte. Et il me semble que cette idée est actuellement encore perceptible et explique notamment une tendance actuelle de la discipline à aller piocher des apports dans les sciences plus ou moins exactes, comme par exemple les neurosciences. Je ne parle pas ici de la linguistique cognitive. Comme j'indiquais, à ma connaissance, cette branche de la linguistique n'a pas été trop mobilisée dans le champ de la didactique du français en étranger. Bref, il me semble que cet engouement, qui est un engouement de niche pour les neurosciences, par exemple, en didactique du français en étrangère, a un sens, et un sens qui est celui qui est résumé dans cette formule de Philippe Blanchet que je crois intervenir hier. Accusées d'être molles, les sciences humaines et sociales ont été défendues, illustrées comme capables de dureté. Et cette dynamique me semble toujours valable dans mon domaine. Alors, je pense également que l'assurance relative des didacticiens des langues quant à la scientificité de leur discipline vient aussi de l'image d'applicationniste qui leur est encore souvent renvoyée. Un exemple très récent à ce sujet, au congrès du réseau francophone de sociolinguistique à Aix-en-Provence en fin d'année dernière, j'ai eu une conversation avec la directrice d'une équipe de recherche importante en didactique du français en étrangère, qui est sociolinguiste, et qui présentait sans problème la discipline didactique comme une application de théorie venue d'ailleurs, donc une discipline appliquée. L'idée d'applicationniste, qui était répandue à une époque et qui a été combattue par nombre de didacticiens, n'est donc pas morte.
Elle a été combattue, hein, il faut le dire, hein, en défendant l'idée de concepts propres au champ, hein, langage intellectuel, compétences communicatives, réflexion sur la notion d'authenticité, etc., etc. Et je crois que donc, ce surplomb persistant d'autres disciplines sur la didactique des langues est aussi un facteur explicatif de réactions qui durcissent quelque peu la discipline et qui s'expriment dans certains discours du type, hein, par exemple parmi d'autres, oui, on pourrait prouver scientifiquement que, par exemple, le locuteur natif n'est pas un meilleur enseignant de français et on aurait les méthodes et les preuves objectives pour le prouver, ce qui me semble contestable, cette idée relevant plus, à mon avis, d'un projet politique. Alors, que faire face à ces problèmes que pose cette quête scientifique disciplinaire? Probablement déplacer le problème, et c'est peu ou prou ce que proposait Jean-Louis Schiss en 1989, à contre-courant d'une revendication de but du caractère scientifique et didactique des langues. Il conseillait d'abandonner cette question, hein, qui jugeait parasitante et paralysante, au profit de celle de la spécificité du champ, alors, sauf à faire, hein, je cite, un travail approfondi de confrontation des représentations de la scientificité, qui oscille entre volonté de l'administration de la preuve et celle de légitimation du champ. Et continuait-il, tant qu'il apparaît difficile de faire comme si le problème du statut de la scientificité dans les sciences humaines était réglé. Alors, je crois qu'il y a là matière à réflexion, et la spécificité de la didactique des langues, je proposerais peut-être qu'elle soit justement celle de sa réflexion épistémologique sur le statut, sur ce statut non réglé et peut-être non réglable de sa propre scientificité. Alors, en laissant également définitivement derrière nous cette idée de scientificité et légitimation du champ, on devrait, je pense collectivement, je parle d'un didacticien, réinterroger toujours et encore d'autres conceptions de la scientificité disciplinaire, laisser ouverte la question, hein, laisser ouverte la question, ça passe à mon sens par le réexamen de notions qui fondent l'acceptation de ce qu'est l'administration de la preuve, pour reprendre les termes de Jean-Louis Schiss, tels que l'objectivité, la neutralité, l'empirisme, les données, les corpus, ces notions qui n'ont jamais vraiment été mises en question comme fondement de la didactique, malgré des percées constructivistes et réflexives dans les années 2000. Mais aussi peut-être l'ouverture de la discipline à des altérités épistémologiques qui remettent en cause la prégnance de ces notions, qui restent encore largement définitoires de ce qui fait science en didactique des langues. Alors, Dilthey a fixé comme condition de survie des sciences qu'on appelait morales au XIXe siècle, la nécessité d'inventer des méthodes autres que celles des sciences positives. Comment prendre sérieusement cette proposition pour la didactique des langues? J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Alors, je vais passer à mon deuxième point, la didactique des langues face aux enjeux sociétaux, aux disciplines adaptatives. Barbara Stiegler, dans un opus qui a été assez commenté en 2019, intitulé « Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique », opus dans lequel elle dénonce la colonisation progressive du champ économique, social et politique par le lexique biologique de l'évolution. Et je crois qu'on peut constater que l'adaptation est une notion qui est largement valorisée dans le champ éducatif et dans le champ du français langue étrangère également. Par exemple, je ne compte plus les présentations de la compétence interculturelle comme essentiellement une compétence d'adaptation à un nouveau milieu culturel. Et plus globalement, quand on regarde une bonne partie des recherches actuelles menées en didactique des langues, on peut se demander si sa vocation première n'est pas de proposer des adaptations pour faire face à des changements sociaux. On décrit par exemple classiquement l'évolution méthodologique avec l'arrivée de la méthodologie actionnelle, la perspective actionnelle après l'approche communicative, comme une adaptation à un changement des habitudes et des besoins des Européens, besoins touristiques avec l'approche communicative et besoins d'adaptation aux différents marchés du travail avec la perspective actionnelle, pour le dire très très brièvement. Alors, je vais prendre deux exemples plus récents de cette dynamique adaptative. Les mobilités, tout d'abord, ce que Mink appelle l'idéologie mobilitaire, n'est finalement assez peu contestée en tant que telle par la didactique des langues. Alors, c'est un peu plus le cas en sociolinguistique, avec les travaux notamment de Sophie Kelly et Nathalie Tamin. Et je crois que les didacticiens font davantage porter leurs efforts sur une ingénierie pédagogique adaptative avec l'invention de dispositifs, de méthodes d'enseignement et d'évaluation qui sont censés permettre aux apprenants de mieux vivre leur mobilité dans les meilleures conditions possibles. Alors, l'intention est bien sûr louable, mais cet effort ingénierique ne s'accompagne
mon avis, qu'assez peu souvent, d'une critique politique. Par exemple, pour prendre un exemple, un phénomène comme l'hypermobilité estudiantine est au mieux évoqué dans une neutralité apolitique, au pire présenté de manière valorisante, comme une chance pour les étudiants qui peuvent la vivre, et en occultant notamment de nombreux de ces aspects problématiques, et surtout, possiblement, l'idéologie qui est sous. Alors, la position est plutôt celle que la mobilité est consubstantielle au monde moderne, il faudrait donc l'adapter en l'accompagnant, voire en assistant les personnes qui en sont peu familières, et éventuellement en soigner certains effets néfastes. Donc, c'est un exemple de question qui, à mon avis, il faut réouvrir en didactique. Autre exemple très rapide de cela, parce que ma réflexion est vraiment balbutiante sur le sujet, les références à l'écologie sont actuellement de plus en plus mobilisées en didactique des langues. Et je crois que c'est d'ailleurs le cas peut-être largement en sciences du langage. J'ai, au fil des années, commencé un petit recensement sur voilà, les appels à communication, les publications qui font référence à la crise écologique. Et je pense que le problème de ces références qui s'accumulent est qu'elles s'inscrivent plus ou moins, et selon des modalités variables, dans une généalogie progressiste adaptative, voire solutionniste. Face à la crise écologique, la didactique devrait chercher des solutions avec ses outils, démarches imaginaires, scientifiques, pour trouver des solutions, sans réellement remettre en question justement ces imaginaires scientifiques et techniques, alors que peut-être ils participent aussi d'un certain rapport à la nature. Un problème technique, solution technique, aurait dit Jacques Ellul, un auteur qui m'est cher depuis de nombreuses années, dont on commence à entendre parler un peu aujourd'hui. Alors, la course à l'innovation dans laquelle la discipline est aujourd'hui prise est aussi le résultat de cette dynamique d'adaptation aux changements sociaux. Alors, d'une manière rapide et peut-être un peu caricaturale, les datas sont omniprésents dans notre monde contemporain. Il faudrait les intégrer à l'enseignement-apprentissage en innovant avec les learning analytics, les data-driven teaching and learning. Les recherches en neurosciences sont là, les intégrer également pour comprendre le fonctionnement du cerveau apprenant, par exemple. Le rapport à la langue de beaucoup d'apprenants devient très utilitariste. Adaptons les méthodologies pour qu'elles répondent au plus près aux exigences du marché des langues. Et dernièrement, bien sûr, l'intelligence artificielle arrive et vous avez déjà des pédagogies en fleu qui essaient d'intégrer cette notion. Donc, cette question d'innovation, c'est vraiment ce qui me semble marquer le champ depuis son institutionnalisation dans les années 70-80, avec une course qui prend des tournures exponentielles. Et avec deux collègues de mon université, on a forgé l'expression d'apparence oxymorique, tradition d'innovation, pour mettre en question cette injonction permanente qui me semble une forme d'oubli d'une histoire qui nous amènerait au contraire à s'interroger sur la nature réellement ou non novatrice de ce qui est découvert ou redécouvert. Alors, on peut argumenter en particulier qu'il faut distinguer innovation et progrès. L'idée plastique d'innovation est donc plutôt à rattacher aux branches économiciennes de la pensée progressiste, schumpeterienne notamment, et ceci inscrivant donc la pensée didactique innovante dans une perspective particulière, une perspective plus économique que politique, une forme en quelque sorte de réduction technico-économique de la notion de progrès, un progressisme sans progrès, c'est-à-dire sans cette dimension politique, délibérative. Et avec cette idée d'innovation, je crois qu'on entre dans l'ordre des nécessités. Il faut s'adapter, écrit Stigler, s'adapter en innovant, s'adapter à tout le temps et de plus en plus rapidement, générant une inflation de textes, de méthodologies, de théories qui est assez impressionnante. Alors, on pourrait prendre le contre-pied en disant un peu cette floraison d'innovation est plutôt le signe d'une vitalité de la discipline, mais les causes de cette inflation me semblent en partie problématiques, car on est bien dans une adaptation à différents marchés. Alors, marché, bien sûr, c'est très prégnant en France et langue étrangère, des méthodologies, méthodes, manuels, des méthodologies d'évaluation également, mais aussi un marché des enseignants-chercheurs et de la recherche sur projet, les didacticiens des langues, devant pouvoir démontrer le caractère innovant de leur recherche et application. Et puis aussi, lié à tout cela, la politique d'influence française, de plus en plus envisagée comme une action de marketing en faveur de la langue française. Donc, une dynamique disciplinaire qui est aussi en partie liée à une logique marchande, une logique qui prend de plus en plus
de place. Alors, est-ce que c'est le cas dans d'autres domaines des sciences du langage? Peut-être. Alors, quelques propositions pour maintenant. L'histoire me semble une bonne piste à explorer pour conjurer ces dynamiques d'adaptation, d'innovation. Si historiciser n'est pas relativisé, c'est en revanche développer une posture qui ne peut que rendre humble face à des prédécesseurs qui, eux aussi, ont pensé. Et l'histoire de l'enseignement-apprentissage des langues apporte, je crois, cette nécessaire humilité face aux nécessités donc, supposées de l'adaptation et de l'innovation. Alors, très tôt, après l'institutionnalisation de la discipline de l'étude du français langue étrangère, deux figures du champ, Daniel Coste et Henri Besse, remarquaient un problème entretenu de la didactique avec son histoire, en parlant de tabou pour l'un et d'agressivité suspecte pour l'autre. Alors, je vais rapidement en dire un mot. Au constat d'une certaine forme de désintérêt pour la recherche universitaire en histoire ou enseignement apprentissage des langues, Daniel Coste cherche des explications dans son texte, un texte de 90, pour ne plus raconter l'histoire, et avant cette hypothèse intéressante d'explication par le tabou. Donc vous avez la citation ici, je la mentionne rapidement. On pourrait en effet défendre sans trop de peine la thèse selon laquelle une discipline a l'histoire ou l'absence d'histoire qu'elle veut bien. Si la didactique des langues ne cultive guère l'épaisseur passée des pratiques auxquelles elle entend s'intéresser, c'est en partie parce qu'elle a vécu et prospéré sur un entretien de la méconnaissance de ce passé. Tabou d'histoire de l'enseignement des langues, parce qu'elles auraient été de nature à dégonfler ces baudruches, la nouveauté apparaît à bon compte sur fond de mémoire. C'est un propos assez virulent. Daniel Coste, qui a participé à l'aventure de la Société internationale pour l'histoire du français langue étrangère et seconde, pensait que cette société savante remédierait à ces problèmes, et 30 ans après, on peut se poser la question si le problème est réglé. Alors, le tabou de l'histoire fait écho à ce que Henri Besse appelle l'agressivité suspecte en pleine période fonctionnelle, où il discute donc, au sein du crédit cette approche fonctionnelle qui arrive en didactique des langues et qu'il juge inutilement agressive à l'égard des approches didactiques antérieures. Et, dit-il, cette agressivité nous paraît avoir quelque chose de suspect. Donc l'agressivité fonctionnelle à l'égard de ce qui a précédé est d'autant plus suspecte que le secret entoure ses oreilles. Donc c'est une idée qui rejoint celle de tabou d'histoire chez Daniel Coste. Donc l'histoire de l'enseignement-apprentissage des langues, après avoir servi donc, à asseoir la légitimité d'une discipline en construction, qui s'autonomisait d'autres disciplines, c'est un des projets quand vous avez voulu avec la création de CIPLES. Après avoir servi largement à la documentation historique nécessaire du champ, je renvoie à la revue Un document pour l'histoire du français langue étrangère et seconde, qui est très riche de ce point de vue. L'histoire de la didactique du français langue étrangère pourrait aussi assumer, me semble-t-il, un rôle politique, à savoir relativiser la prégnance dans le champ didactique des séduisants champs d'innovation permanente, portés, je ne sais pas, par des formes d'illusions technicistes, en un mot, donc intégrer historiquement les débats contemporains, et cela a des conséquences en recherche comme en formation. Et donc, pour boucler la boucle, pour revenir à ma première question, en partant d'une certaine conception du travail historique, une conception que l'on trouve dans son principe chez plusieurs historiens, comme Venn, Certeau, Marroux notamment, ou encore les travaux de l'Institut d'histoire du temps présent, qui veulent lire le passé à la lumière du présent. En partant de cette certaine conception de l'histoire, on pourrait aussi peut-être changer, à mon sens, le rapport à la scientificité dans ce champ disciplinaire didactique. Et de ce point de vue, cet apport des historiens est considérable. Il réside dans cette affirmation hétérodoxe de transgresser, alors les citations sont à peine lisibles, mais de transgresser ce que Venn appelle la règle du jeu, la non-explicitation des expériences personnelles du chercheur, que l'on trouve dans son ouvrage « Comment on écrit l'histoire », dans le but d'aboutir à une science plus honnête, ou au moins plus humaine, dès qu'on trouve dans l'ouvrage de la connaissance historique de Marron en 1954. Donc une certaine conception de la scientificité et qui aurait toute sa place en didactique des langues, si celle-ci faisait de son histoire un vrai enjeu et non un simple à côté sympathique de la recherche dans le domaine. Alors personnellement, je milite en ce sens, notamment en m'engageant au sein de la CIPES, la Société internationale pour l'histoire du français langue étrangère et seconde, pour notamment que les jeunes chercheurs qui engagent des recherches, des thèses sur l'histoire de l'enseignement apprentissage du français langue étrangère, de sa diffusion,
ne soient plus regardés dans, par exemple, les comités de sélection comme de sympathiques érudits, mais comme des acteurs essentiels à la transformation de ce champ disciplinaire, champ auquel je tiens beaucoup, hein, malgré les questions que je lui adresse, et ça va peut-être mieux en disant. Alors voilà, merci beaucoup de votre attention, et peut-être que certaines des questions que j'ai ici posées feront écho à vos propres champs disciplinaires.